Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un tarot que j'avais vu sur la chaîne des curiosités de Cécile. Il m'avait bien plu, mais bon, c'était pas vraiment un coup de cœur. Et ensuite, j'ai vu sur la chaîne ABC Talk une interview de l'auteur et de celle qui a dessiné de l'illustratrice du tarot, Anna Xard, et en fait j'ai adoré et du coup je me suis dit que j'allais l'acheter. Alors elle a fait l'oracle des rêves aussi. Je suis pas trop fan parce qu'il me parle pas trop et puis que je suis plus tarot qu'oracle, donc j'ai acheté le tarot et ben voilà, j'ai décidé de vous le présenter. Donc, on va commencer tout de suite. Alors c'est un joli tarot, tout en noir et blanc, avec des pointes de rose. Et les bordures sont aussi rose nacré. Alors, d'habitude, je vous fais toujours des présentations selon la vision de l'auteur. Là, il y a une certaine vision de l'auteur, donc je vais un petit peu faire un mélange entre ma vision et la vision de l'auteur. Donc on va commencer tout de suite. Par le mât, on nous dit qu'il prend un nouveau départ, il part à l'aventure avec courage et audace pour vivre de nouvelles expériences et apprendre qui il est réellement. Il ne sait pas encore où il va. On le traite de fou parce qu'il sort du chemin habituel, il avance vers l'insouciance, peut-être qu'il rêve à son avenir au long chemin qu'il va parcourir. Alors là, vous voyez, vous avez un personnage avec on voit pas son visage, on voit juste qu'il a un baluchon avec une serrure. On a un petit chien en rose et voilà, donc c'est le principe du fou qui part à l'aventure et il va chercher peut-être la clé de son destin. Ensuite, on a le magicien. Donc là, on a le bâton, on a le signe de l'infini et on a tous les attributs. Alors, dans le tarot de Marseille, il y a des dés en plus sur la table. Et là aussi, on a les dés. Alors là, l'auteur nous dit... Le magicien est au commencement de son expérience, une main vers le ciel et une autre vers la terre. Il exerce sa magie sur lui et sur le monde, car la magie, c'est l'âme qui agit. Il a donc de nombreux talents et de nombreux pouvoirs, mais il est encore au début du chemin. Là, on a la papesse, avec les attributs habituels, donc il y a les deux colonnes. Et elle a une cape qui représente le voile, donc on n'a pas de visage, on a un grand œil à la place du visage et on a la lune qui est représentée en rose. Alors là, on nous dit que la papesse est la gardienne de ce qui est caché, invisible. Cette magicienne aux grands pouvoirs intuitifs se tient devant un voile qui cache tous les mystères du monde. L'inconscient, les rêves, les émotions enfouies, tout ce qui est bien présent mais qu'on ne peut pas voir. Avec son livre, peut-être même son grimoire, elle étudie, elle s'initie aux pratiques qui l'aideront à dévoiler les vérités. Alors là, on a une impératrice qui a, elle, un visage... alors il y a un petit serpent qui est en bas, elle est faite de feuillage et là elle a un énorme cœur avec une porte qui est pour l'instant fermée. Donc là, et il y a plein de fleurs qui sont roses. Donc l'impératrice est la mère nature, la créatrice Gaïa. Majestueuse, elle génère toutes les formes de vie, tout ce qui peut être créé à partir de soi. Elle ouvre la porte de l'intelligence du cœur pour exercer le pouvoir créateur. Elle est donc la créativité dans toute sa splendeur, le processus céleste qui amène à l'épanouissement, qu'il soit au niveau du corps, de l'esprit, des sentiments ou du monde. Là, on a l'empereur. Donc lui aussi a les attributs habituels. Alors lui, l'impératrice avait les pieds sous le serpent. Et l'empereur, lui, il a maîtrisé le serpent, il a ses pieds qui sont dessus, il a toujours encore ses attributs habituels avec son
son sceptre. Alors là, elle nous dit: l'empereur est puissant, sérieux et fidèle, il apporte de l'ordre et de la discipline. Majestueux, peut-être un peu rigide, mais digne de confiance, on peut toujours compter sur lui. Il impose un cadre et des règles pour le plus grand bien. C'est cette force qui lui permet d'être libre et d'avancer sur son chemin. Ensuite vient le pape. Alors là, on a aussi des attributs. Donc là, on a le sceptre. On a, alors le pape, il y a plein de petits nuages à l'intérieur du personnage. Il est ouvert vers le ciel. Et il a deux clés qui, on dirait qu'il donne les clés aux personnages qui sont là parce qu'elles ont des, je sais pas, des effets de lumière sur les personnages. Alors, le pape est un porte-parole, un messager qui transmet les clés du savoir. Donc là, on vous dit effectivement qu'il transmet ses clés. Entre ciel et terre, divinité et humanité, sa mission est de communiquer un enseignement précieux qui éveille la conscience. Entre deux personnages, il nous fait comprendre qu'il y a plusieurs manières d'entendre et de comprendre son message. Ah, j'ai oublié de vous préciser que donc il y a un livret et chaque personnage, alors il y a des mots-clés, il y a la description la description de la carte ou plutôt de la signification et ensuite il y a les interprétations et il y a le message du pape. Parce que c'est quand même un tarot des rêves et vous pouvez soit faire un tirage quand vous avez rêvé pour savoir à quoi ça correspond et dans ce cas-là vous lisez les interprétations, soit vous pouvez faire un tirage le soir avant de vous coucher et donc là vous aurez un message qui vous sera délivré. On poursuit avec la carte de l'amoureux. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, il y a deux personnages qui se regardent. Entre eux, il y a une rose. Au-dessus d'eux, il y a un cœur, mais aussi un cœur humain. Et il y a la petite flèche de Cupidon. Il est plein de petits détails avec d'un côté des fruits, de l'autre de la végétation, avec des ailes, peut-être les ailes du destin qui sont au-dessus. Alors les personnages de l'amoureux sont liés, unis, ils aiment, ils s'aiment, mais pour faire vivre cet amour et vivre ce qu'ils aiment, ils doivent faire face à leurs choix personnels. Lorsque l'on donne son amour à quelqu'un ou à quelque chose, on fait le choix de partager ce qu'il y a de plus précieux en nous, de plus intime, le cœur et le sentiment. On poursuit avec la carte du chariot qui est plus habituelle, celle-là, avec les deux chevaux, avec les roues. Et puis voilà, donc ce personnage-là a un visage aussi. Le chariot est en action, c'est un conquérant en quête de la direction qui lui correspond. Il avance à fière allure, confiant, déterminé vers son but, sans jamais reculer face aux difficultés. Chacun de ses chevaux le tire dans un sens opposé, tout en regardant dans la même direction. Si parfois il s'éloigne du chemin qui est bon pour lui, il est guidé vers un but précis. Ensuite, on a cette belle carte de la force, avec une force qui a des genres de ramures qui montent vers le ciel et qui a une sorte de robe comme la peau du lion. Enfin, elle se confond avec. Donc, alors là, la force ne fait qu'une avec son animal. Elle épouse parfaitement sa nature. Elle est équilibre même entre le haut et le bas, l'esprit et le corps, la pensée et les désirs. Pour atteindre cet équilibre, il a fallu qu'elle explore sa part sauvage, accepte sa nature profonde pour enfin réconcilier toutes les parts de son être. Cette magnifique carte de l'ermite avec l'étoile qui est à l'intérieur de sa lampe. L'ermite avance, sa lumière lui indique que le bon chemin, celui de sa propre vérité. La solitude l'aide à comprendre ses vrais sentiments, à devenir autonome. Ses expériences lui permettent d'être un bon guide pour pousser chacun à trouver sa propre voie. La roue de fortune, qui ressemble assez à la roue de fortune du tarot de Marseille, avec tous ses éléments et avec son personnage qui est dessus. Alors elle aime bien les chats, on les retrouve à plusieurs endroits. Donc là,
on a la roue de fortune tourne encore et encore. Elle emporte ses créatures, les plongeant dans les profondeurs du bas, puis les élevant vers le haut. Elles vivent donc avec ce changement permanent pour vivre des expériences positives comme négatives, à l'image du cycle de la vie. On a la justice, avec la balance qui est représentée en rose. La justice est sage, droite et équilibrée. Avec sa balance, elle pèse le pour et le contre. Avec son épée, elle tranche le superflu. Elle se sépare de l'inutile, elle peut déceler le mensonge, se recentrer lorsque c'est nécessaire pour juger si elle est à sa juste place. Elle peut alors corriger ses erreurs et reprendre son droit chemin. La carte du pendu. Le pendu a un visage serein dans une position douloureuse. Il est en train d'accomplir un acte radical qui va le libérer de tout ce dont il n'a pas besoin pour se rapprocher de sa vérité. La tête à l'envers, il est en train de tout perdre pour renverser la perspective. La mort avec la faux et avec plein de petites graines qui vont renaître. La mort est une mort symbolique, une transformation qui permet une renaissance. Comme l'hiver, l'arcane 13 fait table rase pour accueillir un nouveau printemps. Il se libère des illusions, fait le grand nettoyage pour planter les nouvelles graines dans une terre pleine de promesses. Ce n'est donc pas un mauvais présage, mais l'annonce d'un renouveau. La tempérance, donc là aussi on revoit les serpents. Donc il y en a un qui est sous son pied et il y en a un qui est un peu derrière. La tempérance est ancrée dans la terre et le ciel. Comme un ange gardien, elle connaît les secrets d'une vie harmonieuse. Elle trouve le centre, la vitalité qui fait circuler les énergies car elle sait relier toutes les parts de son être pour trouver l'équilibre. La carte du diable. Donc là, on reconnaît de nouveau l'œil qui était sur la carte de... Je crois que c'est l'œil d'Iris. Bon, bref, on retrouve l'œil qui était sur la carte de la papesse. Et on retrouve ces deux petits personnages qui sont accrochés. Et là, on retrouve le centre d'énergie du diable. Le diable habite au plus profond de nous, dans notre grotte obscure où naissent les désirs et les passions, les instincts, mais aussi les insécurités, les angoisses, les peurs les plus profondes et les illusions. Ces abysses intérieurs se révèle un pouvoir créateur, mais aussi un pouvoir destructeur qui peut nous consumer et nous asservir. La carte de la tour avec tous ces petits yeux et ces personnages qui tombent et ces yeux qui vous regardent et qui vous foudroient. La tour est foudroyée par un éclair. Elle s'effondre pour se libérer de ce qui était enfermé. Malgré son aspect chaotique, la tour n'apporte ni une catastrophe, ni un châtiment, mais une solution à un problème. C'est un grand changement nécessaire qui permet de se reconstruire. La couronne, les habitants de la tour suivent le mouvement pour mettre fin à ce qui les emprisonnait. Ils vont enfin voir le monde d'une autre façon. Je pense que c'est parce qu'ils vont voir le monde d'une autre façon qu'elle a intégré tous ses yeux. L'étoile, alors là on retrouve l'oiseau qu'on retrouve dans certains tarots de Marseille. L'étoile. La créature de l'étoile a parcouru un long chemin, mais elle trouve enfin sa place. Entre l'eau et la terre, elle trouve son équilibre, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans son corps et son esprit. Au-dessus de sa tête, les étoiles brillent et la guident, la protègent et lui donnent toute la lumière pour qu'elle puisse se réaliser. Elle n'a plus besoin de se cacher, elle se sent enfin libre d'être elle-même, de faire ce qu'elle aime avec confiance et espoir. La carte de la lune, avec sa représentation aussi habituelle. La lune éclaire de sa lumière céleste tout ce qui est caché dans l'ombre. En plein cœur de la nuit, elle révèle ce qui est invisible, elle met en lumière les profondeurs de l'inconscient. Entre le loup, le chien et le crustacé que l'on voit représentés sur cette carte, la lune dévoile toutes les parts de l'être pour les réconcilier. Le soleil, avec à la place des bambins deux tournesols. Le soleil annonce la fin de la nuit, de l'obscurité. Il éclaire et rayonne pour dissiper ce qui est confus, révéler un chemin lumineux. Il se renouvelle sans cesse, nourrit de sa lumière et transmet son énergie joyeuse et vitale. Le jugement, avec sa corne et avec un des personnages
Alors, il y a dans certains tarots, on dit que le personnage du milieu, c'est le rassemblement des deux personnages. En tout cas, il y a un personnage en rose. Et là, on vous dit... L'ange du jugement sonne la trompette. Il est temps de s'émerveiller, peut-être même de renaître de ses cendres. La mélodie de l'ange est un appel, un chant auquel personne ne peut se soustraire. Comme une illumination, il annonce le commencement d'une nouvelle vie qui fait sens. Et on finit avec la carte du monde. Les 4 éléments de l'univers entourent la créature du monde qui vient de parcourir le chemin de l'éveil. Les énergies s'unissent en harmonie autour du même centre. Cette créature est l'équilibre parfait. Donc là, elle nous représente les 4 éléments qu'elle a représentés sur les cartes que je vais vous présenter maintenant. Donc on va mettre les arcanes majeures d'un côté et on va commencer par les mineurs. Alors pour les mineurs, elle a fait la même chose. Elle a toujours fait une double page dans son carnet. Elle a toujours encore présenté les mots-clés, l'explication, l'interprétation et le message de la carte. Donc c'est intéressant parce que le livret est bien fait. C'est elle qui a réalisé toutes les mises en page apparemment du livret et qui a créé toutes les cartes. Donc là on a un as de bâton avec un arbuste qui commence à pousser et on y dit que l'as de bâton est l'étincelle à l'origine du feu qui va brûler durant toute la série de la famille des bâtons. Ce feu est comme le désir, une source de chaleur et de lumière. Lorsque la volonté naît au creux de notre ventre, c'est la naissance d'une nouvelle énergie puissante qui nous enflamme. Le 2 de bâton, donc celui-là il est un peu plus particulier. Vous avez un personnage avec ses 2 bâtons et qui est en haut d'une falaise et qui regarde un long chemin qui mène à une montagne avec un soleil. Et là, on peut penser qu'elle a un globe dans la main. Donc là, on nous dit, le 2 de bâton regarde son avenir du haut de son rocher. Avec son bâton, symbole de son nouveau désir, il imagine, il projette ses rêves pour planifier son avenir. Il tient le monde dans la main, ou peut-être est-ce une boule de cristal, tout est possible. En hauteur, il prend le temps de réfléchir ce qu'il veut et comment il veut y parvenir, car de nombreux chemins mènent à son rêve et à ses désirs. Le 3 de bâton. Donc là, on a un personnage avec une fleur à la place de la tête, avec des arbustes, une fleur là et une porte avec une étoile un peu plus haut. Et donc là, le 3 de bâton avance sur le chemin de son désir qui ne fait que grandir. Sous un ciel plein de perspectives, il est enfin prêt à se lancer, à conquérir le monde. L'énergie de son désir le pousse à aller toujours plus loin. Il va falloir canaliser cette énergie pour aller dans la bonne direction et révéler au monde ses ambitions. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton a atteint une stabilité. Il peut alors s'engager, faire des promesses et cela le rend heureux. Il a atteint son désir, ses rêves et ses ambitions. Il peut les partager, échanger avec son entourage et les faire grandir avec le monde. Le 5 de bâton, donc là on a 2 personnages qui s'affrontent un petit peu, qui sont un peu opposés dans les couleurs et dans l'illustration. Donc le 5 de bâton est sur le chemin de ses rêves et de ses désirs, il a tout pour réussir, mais une nouvelle étape est à franchir, il doit se confronter au monde qui l'entoure, aux autres individus pour évoluer sur son chemin de vie. Le 6 de bâton, donc là il a l'air très content ce personnage, avec tous ses yeux qui le regardent et toutes ses fleurs et les fleurs qu'il a dans la main. Le 6 de bâton dépasse les épreuves. Il réalise ses rêves et ses désirs et peut en profiter pleinement. C'est un moment de gloire. Il peut exprimer toute la beauté et la réalisation de ce qu'il aime. Le 7 de bâton, donc là on a encore un personnage qui a l'air un peu en difficulté parce qu'il a plein de serpents autour des jambes. Et il a un bâton et il n'a pas de visage. Et il a un serpent qui le menace là, juste au-dessus de la tête. Donc le 7 de bâton est en pleine action. Il consacre tous ses efforts pour braver les épreuves et conquérir son désir. Il est concentré sur sa défense et n'a pas le temps de se poser de questions. Il est en train de réussir sa tâche, de s'accomplir, mais il doit rester ferme et en équilibre sur ses 2 pieds.
Le 8 de bâton, donc là on a une carte assez rapide, comme la carte du 8 de bâton. Il poursuit sa course vers ses désirs et plus rien ne l'arrête. Tout se déroule pour le mieux, il n'y a plus d'obstacles ni d'entraves sur son chemin. Les choses avancent d'elles-mêmes, à un rythme effréné, tout avance très vite, peut-être même plus vite que ce à quoi il s'attendait. Le 9 de bâton, donc là on a un personnage qui est un peu au bout, qui est couché un peu par terre devant tous ces bâtons qui le menacent. Le 9 de bâton est arrivé au bout d'un cycle, mais il est épuisé par ce long parcours. Il a accompli ses désirs, réalisé son but, mais il se sent vidé. Sans son but, il ne sait plus quoi faire à présent. Il s'est voué corps et âme à sa tâche. À présent, il est libre de voir le reste du monde, mais il se rend compte des sacrifices qu'il a fait pour accomplir ses désirs. Et la carte du 10 de bâton, avec ce personnage qui porte un fardeau et il y a un oiseau et puis il y a un cœur dans le lot. Il a l'air de souffrir un petit peu. Le 10 de bâton a réussi à construire, à réaliser ses rêves. Il a tout ce qu'il désire, mais il a accumulé trop de charges et le poids qu'il porte sur ses épaules menace de l'écraser. Ce grand fardeau l'oppresse et il n'arrive plus à le gérer. Il va falloir qu'il revienne à l'essentiel pour se libérer. Le valet de bâton. Il découvre son désir, un feu nouveau brûle et éveille son excitation et sa curiosité. Le cavalier de bâton. Il se lance avec enthousiasme à la poursuite de son désir flamboyant dans une explosion d'énergie. Il part au galop sans penser à ce qu'il attend. La reine. La reine de bâton a les qualités de son élément, le feu, la passion, spontanée, pleine d'énergie positive. Elle sait ce qu'elle veut et cela la rend séduisante. Comme un chat qui est posé là, elle est déterminée et confiante. Elle vit comme elle en a envie, indépendante et libre. Et le roi de bâton. Le roi de bâton est passionné, mais il a les pieds sur terre. Il connaît l'art de maîtriser le feu de ses passions pour les réaliser dans le monde. En cela, c'est un leader incontesté. On va ensuite passer aux coupes. Donc, on reprend avec l'as de coupe. Voilà. L'as de coupe ouvre la porte des profondeurs émotionnelles, de la sensibilité et donc d'un monde sensoriel et intuitif. Voilà des puissances que l'on ne peut pas voir mais que l'on peut ressentir. Elles ouvrent à une nouvelle perception de la vie. Le 2 de coupe avec ces deux hirondelles qui ont chacun un œil qui vous regarde ou qui se regardent et ces deux personnages qui se rejoignent entre deux coupes. Le 2 de coupe est la rencontre entre deux éléments sous le signe de l'égalité. C'est une rencontre qui implique des sentiments, des émotions fortes comme l'amour, l'amitié, la loyauté, le respect, l'admiration ou même le ressentiment. Le 3 de coupe avec 4 personnages pour une fois qui ont tous un âge un peu différent, une plus jeune, une plus âgée. Et bon, ça représente toujours la même signification, mais il n'y a pas 3 personnages, il y en a 4. Et là, on vous dit que c'est l'amour pur, simple et joyeux. En amoureux, entre amis ou en famille, c'est le moment où on célèbre la joie d'être ensemble. Là, on a un 4 de coupe un peu particulier avec une personne qui médite. Le 4 de coupe, c'est généralement quelqu'un qui est un peu qui est un peu blasé, qui ne voit pas vraiment ce qu'on lui propose. Et là, elle nous dit que c'est plutôt une période de tranquillité émotionnelle. Il est dans un moment de calme, presque d'inertie qui le pousse à entrer en lui. Il prend ce temps pour se retirer, pour se reposer. Le 5 de coupe, donc là, on a un personnage qui se cache les yeux, mais elle a des yeux fermés qui sont dessinés sur ses mains. Et on a toutes les coupes qui sont un peu en désordre. Donc le 5 de coupe est en conflit intérieur. Ses émotions le submergent. Comme enlisé dans un torrent d'eau boueuse, il a du mal à voir autre chose que son tourment émotionnel. Il n'a plus aucun recul, alors il se sent seul au monde. Le 6 de coupe. Alors,
le 6 de coupe, pardon. Il a retrouvé l'innocence de l'enfance. Il revient à un temps où tout était simple. Il vit dans le présent sans se soucier du but. C'est une ode à la beauté simple de la vie. Le 7 de coupe, alors celui-là, je l'aime beaucoup. D'habitude, j'aime pas trop la carte du 7 de coupe parce que c'est plutôt une carte d'illusion. Et là, on a un oiseau avec un serpent tout enroulé, mais qui est à moitié rose. On a un cœur qui est transpercé et on a l'impression que cet oiseau, il va se libérer du serpent. Le 7 de coupe a une imagination débordante. Son entrain, sa créativité font partie de ses qualités. Cependant, il peut parfois aller à l'excès et se laisser emporter par ses émotions, par ses désirs et ses pensées. Aveuglé par sa vision, il crée des illusions. Le 8 de coupe, alors ça je crois que c'est ma carte préférée. Donc là on a un personnage avec un cœur alors un personnage qui a brisé ses liens, comme la signification du 8 de coupe qui dit que c'est un voyage intérieur, qu'on s'éloigne de certaines choses, qu'on va rechercher en soi ce qu'on vit. Donc là on a un cœur avec une serrure, mais on a la clé de cette serrure qui est là. On a un oiseau qui a l'air de représenter le renouveau. On a les chaînes qu'on coupe. Par contre, il y a encore un serpent là, il y a encore un serpent là, il y a encore un peu de tonnerre. Il y a encore des montagnes, des choses à franchir. Mais il y a des plantes qui grimpent et des fleurs au bout. Donc c'est une très belle carte, mais pleine de symboles, et je crois que c'est ma carte préférée. Le 8 de coupe fait un voyage intérieur. Il plonge à la découverte de qui il est vraiment pour construire son propre chemin. Il part en territoire inconnu avec courage pour comprendre d'où il vient. Le 9 de coupe, avec ce personnage qui a l'air très bien dans son grand cœur et dans toutes ses fleurs. Donc il est fier du chemin parcouru, de tout ce qu'il a accompli. Il est allé au bout des choses, il a comblé les manques, il est satisfait. Le 10 de coupe est dans le plus grand des bonheurs car il peut enfin le partager avec son entourage, en famille, avec ses amis ou en couple. Il profite simplement d'être avec les siens. Le valet de coupe avec cette tête de cœur, il est drôle. C'est un rêveur, c'est un être sensible, mais il ne sait pas encore quoi faire de ses émotions. Lorsqu'il est frappé par ses vrais sentiments, il est un peu déboussolé. Le cavalier de coupe sur son gros poisson. C'est un messager du cœur, impulsif, il galope, guidé par ses sentiments. Séduisant, imaginatif, rien ne l'arrête quand il s'agit de sa mission de cœur. La reine de coupe, avec tous ses poissons, son cœur, qui déverse, je pense, plein de sentiments. Alors, la reine de coupe incarne tous les aspects de la sensibilité. Son intelligence émotionnelle lui permet d'avoir de grands pouvoirs intuitifs. Et le roi de coupe, donc lui aussi, il a un cœur qui déverse plein de choses, mais il a des plantes et on a l'impression qu'il crée quelque chose. Donc le roi de coupe a de l'expérience, il a exploré ses profondeurs et celles du monde, il est donc dans une parfaite maîtrise. Le cœur ouvert, sa grande bonté et la sagesse qu'il inspire font de lui un grand leader. Solide et digne de confiance, il ne se laisse pas aller à la tourmente. Voilà pour la série des coupes. On continue avec la série des épées. J'ai de moins en moins de voix. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors je ne sais jamais si je me contente de vous présenter les cartes. J'ai toujours envie de vous les présenter un peu différemment. Donc excusez-moi si les vidéos sont un peu longues. L'as d'épée est la clé de l'intellect. Il ouvre les portes des capacités intellectuelles, des nouvelles idées, de l'intelligence qui permet de comprendre, de distinguer le vrai du faux, de raisonner et de prendre des décisions. Donc là, on a une petite main avec cette épée qui est au niveau de la tête du personnage. Le 2 d'épée, donc elle est très enlisée avec ses liens et avec ces deux serpents là qui doivent lui parler tous les deux. Et elle ne sait peut-être pas à quel serpent se vouer.
Le dé d'épée doute, il préfère alors fermer les yeux pour ne pas faire face à son dilemme. Dans l'obscurité, il ne se rend pas compte qu'il est séparé en deux et que cela l'empêche d'avancer. Il est bloqué sans avoir le nœud du problème et encore moins sa solution. Il a une décision à prendre. Pour cela, il va falloir ouvrir les yeux. Le 3 d'épée. Il agit et réfléchit avec logique, il doit prendre des décisions tranchées, c'est parfois douloureux au niveau émotionnel, il fait face à des changements, à des ruptures, à des blessures profondes, mais il va enfin pouvoir crever l'abcès. Le 4 d'épée, donc là on a un 4 d'épée qui se repose, qui a une serrure et je pense qu'il se repose et il cherche la clé intellectuellement. Le 4 d'épée est enfermé dans sa bulle, il a besoin d'un temps calme pour réfléchir. Cependant, il tourne en boucle dans sa tête et ne se rend pas compte qu'il est bloqué dans ses vieilles habitudes. Il préfère se déconnecter de la réalité pour ne rien changer, quitte à stagner. Le 5 d'épée, il confronte ses idées parfois trop idéalistes au monde extérieur, il a beaucoup d'attentes, alors il fait face à des désaccords, il est bloqué dans ses idées et ne parvient pas à prendre du recul. Il éprouve même de la rancœur. Ça, c'est un 6 d'épée assez original. Donc, le personnage là ne s'en va pas sur une barque. Il ne s'en va pas avec d'autres personnages. Il est sur son papillon et il rejoint les étoiles. Donc, le 6 d'épée choisit de s'éloigner. Il prend de la distance pour avoir un peu de recul et regarder les choses autrement. Cette transition lui permet de réfléchir, de sortir des conflits, de tourner la page pour se préparer à l'avenir. Le 7 d'épée, donc là on a un personnage qui est très perturbé, il a des serpents qui lui rentrent dans la tête et qui sont partout et il a même une langue de serpent, en fait je pense qu'il est devenu serpent ou qu'il s'est incarné, en tout cas il a une langue de serpent, une fourche langue comme dans Harry Potter. Alors le 7 d'épée a une grande force d'esprit mais il est têtu. Il est malin et prêt à tout pour aller jusqu'au bout. Il a une fâcheuse tendance à s'enfermer dans ses idées, à vouloir convaincre à tout prix, quitte à tromper, à se tromper. Peut-être que c'est pour ça qu'il a une langue de serpent, pour convaincre à tout prix. Le 8 d'épée a les yeux bandés. Ses constructions et ses croyances limitantes l'aveuglent. Il reste donc coincé dans ses habitudes sans vraiment se remettre en question car il a du mal à penser autrement. Le 9 d'épée, donc toujours encore avec tous ces serpents. Le 9 d'épée se laisse envahir par ses pensées en spirale. Ses ruminations l'emmènent dans toutes les directions alors que l'anxiété le gagne. C'est dans la tête, pourtant il ne peut rien y faire à part faire face à ses angoisses. Le 10 d'épée, très beau, sous forme d'un personnage. Donc là on a la tête du personnage et là on a l'habillement qui est sous forme d'un papillon. Et on a, alors peut-être que c'est les bras du personnage, je sais pas trop. En tout cas, il a vraiment, il a souffert, il y a des larmes qui coulent, mais il est en train de s'élever et celui-là aussi, ça c'est aussi une carte que j'aime beaucoup. Le 10 d'épée est arrivé au bout d'un cycle, il est grand temps pour lui de passer à une nouvelle étape. Pour cela, il va falloir qu'il lâche prise et qu'il laisse derrière lui les situations difficiles. Le valet d'épée, alors avec toutes ses lettres, c'est le messager. En plus, il a des ailes comme un ange messager. Alors celui-là aussi est très original. Il a accumulé de nombreuses connaissances, mais il ne sait pas encore quoi en faire, comme s'en servir, ni se forger une opinion à lui. Il maîtrise le verbe et l'intellectuel, mais il n'est pas encore prêt à prendre parti ou à s'engager. Le valet d'épée, le cavalier, pardon. Il part à l'assaut dans le but de convaincre. Intelligent, éloquent et impulsif, il a tendance à partir au quart de tour dans une course effrénée. Il galope parfois à contre-courant, quitte à provoquer et à contredire. Il a l'air très sûr de lui, mais au fond, il se sent parfois vulnérable. La reine d'épée, avec sa tête dans les nuages et sa balance comme la balance de la justice. La reine d'épée est dotée d'un grand esprit, elle est solide et forte, droite et juste. Elle disperse la confusion, le doute et le brouillard. Le roi d'épée, donc avec tous ses livres et puis son épée, c'est une figure d'autorité, il est dans la maîtrise et la domination. Il juge, ordonne,
et rétablit l'ordre. Son intellect prend toute la place et peut le pousser à se montrer inflexible. Et on finit avec le dernier, on finit avec les deniers. Donc, je reprends mon petit livret. L'as de denier, donc celui-là aussi est très beau avec cet as qui représente l'opportunité et toutes ces petites graines qui commencent à germer. L'as de denier a l'opportunité de matérialiser son potentiel, il a les ressources nécessaires pour réaliser ses rêves, mais il va falloir qu'il se concentre, qu'il travaille. Une nouvelle chance s'offre à lui, un nouveau départ pour concrétiser son avenir. Le 2 de denier, qui est un peu particulier, il est confronté au monde matériel. Cette rencontre le pousse à réagir pour s'adapter à ce monde en perpétuel mouvement. Il va devoir trouver son rythme pour trouver un équilibre et vivre davantage dans l'instant présent. Le 3 de denier, donc on voit ces personnages qui sont tous différents, mais qui, a priori, travaillent ensemble pour créer quelque chose de commun, en tout cas pour faire une méditation commune. Donc là, on nous dit que le 3 de denier est en plein travail pour concrétiser ses projets dans le monde. Il travaille en équipe pour augmenter ses chances, réussir et démultiplier ses capacités. Le 4 de denier, alors là on a plutôt une carte de conservation plutôt qu'une carte de radinerie, comme la carte du denier de manière générale. Donc on a un oiseau qui a des deniers qui couvent ses deniers et ses œufs. Le 4 de denier ne prend pas de risques. Il économise, privilégie coûte que coûte sa stabilité matérielle. Il garde précieusement ses ressources, protège ses acquis, quitte à ne rien changer à ses habitudes pour être certain de ne pas perdre le contrôle. Le 5 de denier, donc là on a une carte de tristesse. C'est une transition. Il vit une période de difficulté dans le domaine matériel. Ses problèmes le bloquent, il se sent stressé et isolé. Il va falloir qu'il se prenne en main pour recharger ses ressources vitales et s'occuper de ses besoins matériels. Le 6 de denier, d'habitude on a des personnages qui offrent et qui reçoivent. Et là on ne sait pas si ce personnage il vous offre des fleurs ou s'il reçoit les fleurs. Le 6 de denier s'ouvre à l'autre et au monde. Il sait se montrer généreux avec ceux qui le méritent sans jamais se laisser avoir. Il donne, mais il est aussi en position de recevoir. Il sait ce qu'il veut et ça se voit. Il est dans l'accueil généreux avec la vie, prêt à recueillir les mérites et à les distribuer. Le 7 de denier, il a compris que pour évoluer sur son chemin, il fallait qu'il avance à son rythme. Il compte bien aller jusqu'au bout, pour cela il sait se montrer patient. Donc là, on vous dit de privilégier l'observation et c'est bien la signification du 7 de denier. Le 8 de denier, il est très productif. Grâce à son talent et à ses compétences, il peut réaliser ses projets sans entrave. Concentré sur sa tâche, il se plonge dans le travail, quitte à s'épuiser. Le 9, celui-là aussi, il y a beaucoup de significations dessus. Il y a le denier, il y a un papillon, il y a un oiseau, il y a des petites fleurs, enfin il y a plein de choses. Le 9 de denier se sent comblé. Indépendant, libre et autonome, il est capable de subvenir à ses besoins. Il s'est donné les moyens de réussir et a atteint une sécurité matérielle. Le 10 de denier, il a atteint un nouveau cycle, une nouvelle étape. Il va à présent pouvoir transmettre son savoir et ses expériences. Et là, on a des mains qui se transmettent des choses, des mains comme des mains d'une famille qui sont dans ce cercle de fleurs. Le valet de denier, il est en quête de nouvelles compétences pour faire avancer ses projets. Il a conscience de l'importance des aspects matériels de sa vie, motivé, il a encore beaucoup à apprendre, mais il se construit pas à pas. Le valet de denier, donc lui, il est pas sur un cheval, il a l'air d'avancer doucement, comme le cavalier de denier, décidément, comme tous les cavaliers de denier. Donc là, on nous dit qu'il est très terre à terre, il prend soin de faire les choses comme il faut et il est doué pour cela. On peut compter sur lui et sur sa fiabilité. Il ne se soucie pas de pourquoi il fait, il ne se pose pas vraiment de questions, mais il a à cœur de bien faire et de rendre fier son entourage.
la reine de denier avec ce loup et puis cet oiseau qui lui apporte des brindilles. La reine de denier prend soin d'elle et des autres et de son environnement. Organisée et habile, elle veille au bien-être matériel, à la bonne santé mentale et physique. Et on termine par le roi de denier. Donc, il maîtrise totalement son monde matériel et c'est d'ailleurs sa priorité. Il gère ses ressources, ses finances avec sagesse et sa responsabilité, ce qui lui procure la sécurité. Donc voilà la présentation du tarot des rêves. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Je reste comme toujours à l'écoute de vos retours et vous remercie pour votre fidélité. À bientôt.